Salut les maniacs du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes dernières écoutes. Pour nous accompagner sur cette vidéo, le revival du punk anglais, le mouvement Punk's Not Dead, ça vient de eux, The Exploited en 1982, bien sûr, leur deuxième album Troops of Tomorrow, qui a influencé une foultitude de groupes de thrash, Slayer en premier, bien sûr, avec leur medley Disorder en compagnie de Ice-T. C'était en 1993 pour la BO de Judgment Night, et donc sur cet album, il n'y a que des tubes du punk, avec ce bon vieux Wattie qui joue son rôle de punk bourré. En fait, il ne joue pas, il le vit son rôle, les Maniacs. Il vit son rôle de punk bourré sur cet album. Un classique du Punk's Not Dead, Exploited donc en 1982. Et comme un saxon, il y avait un Gatefold. Je dis saxon parce qu'ils sont tous les deux sur le label Carrère. Et là aussi, à une moindre mesure, les photos, elles m'ont fait rêver quand même. Avec ce bon Wattie et Big John. Pour l'anecdote, Big John, il était sous contrat avec le label de Martin Hooker, Secret Records, il avait signé en 1982 le groupe américain Twisted Sister, et pour leur première apparition au festival de Reading en 1982, donc, eh bien, Big John Duncan, je pense, oui, Big John en fait, c'était le roadie de Eddie Ojeda. On peut le voir d'ailleurs sur la vidéo de la réédition Under the Blade, qui comprend donc l'intégralité de la prestation de Twisted Sister à Reading en 82. Voilà pour la petite anecdote concernant le guitariste de Exploited. J'ai écouté de fort bonnes choses, les Maniacs, ces derniers jours, et j'ai redécouvert un album notamment que je n'ai pas l'impression de délaisser, mais c'est pas l'album que je dois sortir de ce groupe. Je veux parler du 6e album de Megadeth en 1994, superbe album de heavy mélodique. On s'éloigne bien sûr de plus en plus du trash, mais les chansons sont magnifiques, et c'est peut-être, alors vous allez rire parce que Mustaine n'a jamais été considéré comme un grand chanteur, mais c'est peut-être la meilleure prestation de Mustaine sur un disque. Et bien sûr, c'est l'album avec le classique à tout le monde qui ravit les petits comme les grands, et notamment au Hellfest où le public rend hommage à ce titre comme il se doit. Bon, limiter cet album à tout le monde, ça serait vraiment réducteur de ma part. Reckoning Day, Train of Consequences, Elysian Fields, toutes des chansons avec des magnifiques refrains, vraiment super boulot, et bien sûr avec la production Top Mood de Max Norman, c'est vraiment un must du heavy, peut-être un des tout meilleurs albums de l'année 94. Megadeth, Euthanasia. Dans un tout autre registre, la tête de turc des thrashers se nomme Kip Winger. Remember la vidéo One Year and a Half of a Life of Metallica, où l'on voit ce bon Lars Ulrich jouer aux fléchettes sur un poster à l'effigie de Kip Winger. Bon, donc du coup, paraît-il, ça a fait beaucoup de mal à sa carrière, mais ça l'a pas empêché de sortir quand même de superbes albums de hard FM, ouais, hard US, bien mélodique, avec une production là aussi au top de Beau Hill, le producteur de Rat, et c'est peut-être un de ses meilleurs travaux à Beau Hill. Donc cet album devait s'appeler Sahara, c'est marqué d'ailleurs, mais l'écriture est tellement faible, oui, que l'album finalement s'appelle Winger. Et bien sûr il y a Kip Winger, mais il y a également le futur guitariste de White Snake, comment s'appelle-t-il, Paul Red Beach, bien sûr, pardon, veuillez m'excuser, il a joué dans White Snake. Et c'est en découvrant White Snake avec Red Beach que je me suis intéressé à Winger, sinon il fallait pas m'en parler. C'était de la musique de poseur. Quand on est trasher, forcément, on crachait un peu sur la soupe qui passait sur MTV, alors que maintenant, ça passe comme une lettre à la poste. Seventeen, me dites pas, c'est un hit en puissance, c'est vraiment... bon oui, c'est de la pop sucrée pour les petites minettes en chaleur,
Non, c'est composé de manière impeccable, interprété de manière impeccable, avec bien sûr Cliff Winger, qui est un homme à tout faire, un peu le Prince du métal. Il danse, il joue de tous les instruments, il a joué avec Alice Cooper, donc ouais, respect quand même, respect pour ce grand monsieur. Tigers of Pantang, représentant de la New Wave of British Heavy Metal, qui sort cet album avec l'aide de Chris Sandgerides à la production. Il s'occupera également de l'album suivant, Spellbound. Là, il s'agit d'un groupe à 4 têtes, puisque le guitariste Rob Ware est seul guitariste. Il sera plus tard rejoint par John Sykes. Et le chanteur sur cet album est Jess Cox, qui allait être remplacé par John Deverell, justement pour cet album, l'album suivant, Spellbound. Donc là, c'est un autre chanteur, Wildcat, cet album, ouais, une autre touche, une autre couleur, mais paraît-il, je suis pas un immense amateur de Tigers of Pantang, mais paraît-il qu'ils n'ont jamais eu de style bien défini. Et cet album-là, faut le prendre comme il est. Pour moi, c'est du bon hard rock honnête. Hard rock, oui. C'est pas du heavy metal, non. Il y a une influence rock, même. Francis Smile, c'est un super morceau, mais ça reste quand même bien hard rock. Donc voilà, quoi. Les balbutiements de la New Wave of British Heavy Metal, ça s'est fait donc avec Tigers of Pantang, en plus les plus connus que sont Iron Maiden, Def Leppard et Saxon. Mais bon, ils étaient là, quoi. Ils étaient là. J'aime bien regarder mes disques. Immense classique et deuxième album de Joe Satriani. Les amateurs de Francis Zégut en 1988 étaient familiers avec le son de cet album, puisque c'était le générique de son émission ZZZ, comme Zégut, je ne me rappelle plus. C'est marqué dessus, c'est le stickers, hein, le pressage New. Donc oui, il y avait quelques morceaux qu'on entendait en jingle sur l'émission de Francis Zégut. Puis en plus, on entendait les Sage Boogie, ouais, les grands classiques, Ice Nine, Crushing Days, on les entendait à la radio. Ouais, c'est un album qui a bien marché, et, non seulement auprès des amateurs de guitare, mais auprès d'un large public, parce que c'est vraiment des chouettes instrumentaux, des vraies chansons instrumentales. Et bien sûr le line-up, je crois que c'est une boîte à rythme, mais le bassiste c'est quand même Stuart Ham. Donc voilà, quoi, un des tout meilleurs bassistes dans le style. Et le surfeur d'argent, bien sûr, sur la pochette, Joe Satriani. 10 ans plus tôt, en 1977, le troisième album longue durée de Judas Priest, Scene After Scene. Bon, je l'ai écouté, je l'ai peut-être écouté 2-3 fois à la suite. Non pas que je ne le connaisse pas, mais c'est tellement bien. C'est pas le genre de hard rock que j'aurais écouté à l'époque, c'est trop daté 70, quoi. Un groupe comme AC/DC en 77, je pense qu'il sonnait peut-être plus moderne que Judas Priest. Donc là, un Judas Priest au 4/5e, puisqu'ils n'ont pas de batteur. Et Roger Glover, le bassiste de Deep Purple, qui est également producteur de cet album, les a conseillés d'embaucher un petit batteur débutant, un jeune débutant. Je ne sais même pas s'il était majeur à l'époque, et je pense que c'est son père qui l'avait conduit à l'audition. C'est Simon Phillips, qui a joué ensuite avec Michael Schenker et avec les Who, donc un batteur au curriculum vitae quand même assez impressionnant. Et le groupe a été suffisamment impressionné par sa performance sur ce disque qui lui ont proposé une place à temps plein dans le groupe, mais celui-ci avait déjà des engagements ailleurs et il a dû refuser l'offre qu'on lui proposait. Bon, à la place, on a eu droit à Les Binks sur les albums suivants, mais ça aurait été sympa de voir Simon continuer avec le Priest pour quelques albums de plus. En tout cas, super album, hein, avec déjà des classiques sur ce disque, Sinner, la reprise de John Baez, Diamonds and Rust, qui font partie intégrante des setlists du groupe, hein.
La reprise de Slayer, Descendant Aggressor, qui est présente sur le South of Heaven du groupe. Et puis même, il y a une superbe ballade, Last Rose of Summer, vraiment magnifique. Tout est là, quoi. Tout est là. Un sans faute. Un album, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, les Maniacs, en hommage à Tonton Jacques, le vendeur de disques à Music Man. Et j'avais acheté donc le Anthrax. Je l'ai ressorti, un bon album, c'est le dernier album avec John Bush. Il y a des super morceaux encore là-dedans, hein. Avec Cadillac Rockbox, c'est le titre que je retiens en fait, avec la slide guitare. Et après il y a aussi What Doesn't Die, Nobody Knows Anything, Taking the Music Back. Ouais, c'est l'album du retour d'Anthrax, hein. En 2003, ils étaient venus au Grass Pop et même si leur set était parsemé de reprises un peu trop nombreuses à mon goût, puisqu'on avait eu droit à Got the Time, Rings No Noise et Antisocial, qui auraient été avantageusement remplacés par des morceaux originaux. Mais c'était quand même un bon concert et ouais, ça a signifié quand même leur retour après quelques années de vache maigre. We've come for you all. Je n'ai pas oublié d'écouter du death metal, les Maniacs. Je me suis fait les deux Undead Prophecies. Donc l'album False Prophecies, c'est le premier, avec Alex d'Aggressor à la guitare. Et le second, donc Sempiternal Void, avec Jérôme de Lord Blast à la guitare. Donc sinon les autres membres c'est toujours les mêmes, hein. Max de Merciless, Phil de Putridophale. J'essaie de faire. Danny Gauzet de Corruption, Noisy Mission Control, Hervé Coquerel de Lord Blast, donc sur ces deux albums. Death Old School évidemment, le premier, Lorne clairement. En fait, tous les ingrédients du Death Old School sont là pour passer un bon moment, et donc je passe un bon moment en écoutant ces disques. Les influences, elles sont là quand même. Une influence Death et Pestilence, mix de Martin Van Drennen, avec des riffs que n'aurait pas renié Patrick Mameli à l'époque de Testimony of the Ancient. Et puis sur le premier album, il y a la reprise de Death, le morceau de Choke on It, le dernier morceau. L'album Leprosy. Donc voilà, c'est du bon boulot. Ouais. Le seul but, c'est de faire plaisir et de se faire plaisir, je pense. Et ils nous font plaisir, ils nous comblent de bonheur avec ces albums-là. Donc, je vais pas cracher dessus, vraiment pas. J'adore. En plus, les vinyles, ils sont magnifiques. Je vais pas cracher dessus parce qu'il y a d'autres projets dans la même lignée avec des musiciens français. Mais ils font pas l'unanimité, malheureusement. Je dis pas que la musique est moins bonne, mais les gens préfèrent par exemple Undead Prophecies à d'autres groupes, si vous voyez ce que je veux dire. Magnifique splatter pour Sempiternal Void et le Undead False Prophecies en bleu, tous deux parus sur le label Listenable Records. Les premiers pas de Yngwie Malmsteen, découvert par Mike Varney en 1982. Il le fait venir direct aux États-Unis et il lui fait enregistrer direct son premier album avec un groupe auquel il manque un guitariste. Je veux parler de Steeler, avec bien sûr Ron Keel aux vocals. Ron Keel qui plus tard formera son propre groupe Kill. Alors le bassiste c'est Rick Fox, je me suis renseigné, il a joué avec Blackie Lawless au sein de Sister, il a même pu assister au changement de nom, le changement de Sister à Wasp. Il a également joué avec Alien et le batteur Mark Edwards. Mark Edwards, ouais, à ne pas confondre avec Clive Edwards. Donc le batteur lui a joué avec Riot et Third Stage Alert, auteur d'un mini LP produit par le guitariste de Steeler, Yngwie Malmsteen.
Donc Yngwie Malmsteen, soi-disant, il avait un deal avec CBS Suède, ça reste inconfirmé. Mais ce label exigeait des titres chantés en suédois. Donc le EP n'est jamais sorti. Il avait un deal pour un EP 3 titres qui était prêt à être commercialisé. Mais comme les titres étaient chantés en anglais, CBS Suède a refusé. Et donc il a fallu attendre cet album pour découvrir les talents de Yngwie Malmsteen à la guitare. Donc c'est clairement le Eddie Van Halen de 1983. Hein. Je pense qu'il a renvoyé beaucoup de guitaristes à leur leçon avec ce disque, et notamment avec l'instrumental juste avant Hot on Your Wheels, instrumental acoustique, moitié électrique. Et donc bah voilà, c'est un peu l'éruption de Yngwie Malmsteen. C'est avec ça qu'il va montrer toutes l'étendue de son talent à des millions de guitaristes, et qui vont se prendre une telle claque. Il y en a qui vont revendre leur guitare, je pense, malheureusement. Un bon album de Heavy US avec les productions type de Mike Varney, grosse batterie, et on reconnaît bien sûr le son immédiat de Yngwie Malmsteen. Immédiatement on le reconnaît, ce son unique. Mais en fait, ouais, on a déjà l'impression que c'est Yngwie Malmsteen et Steeler, tellement il éclabousse le disque de son talent. Il y a tellement de parties de guitare dessus, on pourrait presque croire, ouais, c'est un album solo. De toute façon, paraît-il qu'il est resté 4 mois dans le groupe, hein, donc, un peu comme Vinnie Moore et Vicious Rumors, c'était plus une carte de visite pour établir ensuite, pour ensuite rejoindre un groupe plus établi. Ce qu'il fera avec Alcatraz, et pour se lancer ensuite dans une carrière solo qu'on connaît maintenant. Voilà les Maniacs, à 17 minutes, il me reste un disque à vous présenter, je sors un peu des sentiers battus, une BO, et oui, de Giorgio Moroder, la BO de Midnight Express, un film qui ne fait pas bon de regarder lorsque l'on a 12 ans, ce qui était mon cas. J'ai pas trop compris, c'était quand même trop violent pour moi. Et la musique, forcément, on connaît tous le générique d'ouverture, produit donc et interprété par Giorgio Moroder, et sorti sur le label de Kiss, Casablanca Records. Donc ce film, il m'a tellement traumatisé, et non pas par la musique bien sûr, que depuis je l'ai pas revu, et j'ai pas envie de le revoir tellement c'est brutal quand même, c'est bien violent. Pas autant violent que le métal, mais ça le fait c'est... Ok les Maniacs, voilà. Vous êtes toujours plus nombreux à liker mes vidéos, à vous abonner. Là, franchement, merci encore de votre soutien. Je vous souhaite une bonne soirée. Prenez surtout soin de vous, soyez heureux. Et n'hésitez pas à commenter sous ma vidéo si vous avez des questions. On m'a parlé de Savatage. Oui, j'écoute Savatage. Je suis pas un immense fan de Savatage. Mais un album comme Power of the Night, c'est quand même un gros classique, avec ses classiques à l'intérieur, des bons classiques de métal dedans, Raise Your Fist of the Metal Child, donc il y a Heart for Love, Warrior, c'est un grand album des frères Oliva, John et Chris. Donc ouais, Savatage, bien sûr, The Dungeons Are Calling, Sirens. Allez, jusqu'à Hall of the Mountain King, après Street Opera, Rock Opera, Streets, Crown of Thorns. J'ai moins accroché. Excusez-moi les Maniacs, je vais regarder vite fait. Je me retourne. Hop. Alors, nous sommes à la lettre S. Ouais, Edge of Thorns, pardon les Maniacs. Et non pas Crown of Thorns. C'est ça en fait qui m'a fait lever. Donc j'ai celui-là. Je l'ai écouté, je l'ai pas trouvé exceptionnel. Bon, Hall of the Mountain King, me revoilà. Et puis bien sûr, ouais, donc The Dungeons Are Calling, avec Sirens. Donc ouais, j'aime bien cette période de Savatage, la plus old school en fait. Donc voilà, allez, prenez soin de vous les Maniacs, je vous laisse. Et puis je vous dis à très vite, appréciez cette vidéo, et ouais. Appréciez cette vidéo. Ciao les Maniacs.